Bon, il y a un certain nombre de choses dont je ne vais pas parler, puisque en fait, ce matin, avec les interactions que nous avons eues, il y a un certain nombre de sujets qu'on a pu voir. En particulier, sur la définition de la forêt, etc., de la FAO, qui est reprise dans le règlement zéro déforestation. Donc en fait, peut-être pour le présenter, moi je fais l'économie internationale, je suis consultante depuis un peu plus de 20 ans, je travaille sur le financement international, en particulier la Commission européenne, mais aussi pas beaucoup l'AFD, la GIZ également, FCDO, le SAID, et quelques autres. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur les problématiques chaîne de valeur et la prise en compte des sujets personnels européens. Et j'ai eu l'occasion de réaliser une étude sur l'impact du règlement zéro déforestation sur le continent africain, donc avec une analyse sur l'ensemble des chaînes de valeur et 20 pays couverts. La problématique que se posait la direction générale INPA pour International Partnership, donc la Commission européenne, c'était est-ce que ce règlement zéro déforestation va entraîner ce qu'on appelle en anglais le trade diversion, c'est-à-dire que plutôt que si on a des réglementations trop contraignantes, plutôt que de nous vendre à nous, ben en fait il va y avoir des détournements de trafic pour des pays moins exigeants. Ça c'était la problématique numéro 1. La problématique numéro 2, c'est du coup, s'il y a du trade diversion, est-ce qu'on ne va pas avoir finalement un appauvrissement des populations locales et donc en fait l'exact contraire de ce qu'on recherche, c'est-à-dire la durabilité des forêts, la prise en compte de ces sujets. Voilà, donc je suggère qu'on commence sur le règlement zéro déforestation. Je vais rapidement vous expliquer. Donc le contexte effectivement c'est 2019 avec le pacte européen et nos engagements de réduire nos émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 et de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Donc, du coup, effectivement, comme nous sommes des gros consommateurs d'un certain nombre de produits que nous importons, nous avons décidé de mettre en place, enfin de définir ce règlement zéro déforestation. Les forêts en chiffres, ça on l'a déjà vu. Sur l'Afrique, parce que ça a été mon gros sujet, vous voyez que alors, les forêts du bassin du Congo, c'est 6 pays, mais le plus grand pays forestier africain, c'est la République démocratique du Congo, et c'est seulement 3% de la surface forestière mondiale, donc ça reste actuellement assez faible. Merci. Donc les forêts africaines, voilà, la RDC est loin devant, et ensuite vous avez l'Angola, la Tanzanie, Mozambique, le Benin, Centrafrique. Comprendre la déforestation, donc définition, on l'a déjà vu, sur qu'est-ce qu'une forêt. Donc les défis, voilà le prochain slide. Voilà. En fait, sur le continent africain, c'est, mais comme partout dans le monde, et même d'ailleurs en Europe, il y a des défis qui sont liés au système alimentaire. Ces défis sont de 3 ordres. Un, donc assurer la sécurité alimentaire d'une population croissante, et en particulier le continent africain, où on se rend compte que la démographie est quand même très très importante. Ensuite, fournir des revenus suffisants aux agriculteurs, ça c'est une deuxième problématique, donc prise en compte des questions sociales évidemment, et enfin améliorer la durabilité environnementale des secteurs. La déforestation en Afrique est très importante, et en particulier ces dernières années. On sait que la Côte d'Ivoire, par exemple, depuis l'an 2000, a perdu la moitié de ses forêts. Alors c'est un gros pays agricole, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que le cacao, il y a aussi des lilas, il y a l'huile de palme, il y a le café. Mais la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui seulement de 8% de surface forestière. La Côte d'Ivoire n'est pas la seule concernée évidemment par cette problématique de déforestation. On sait que sur l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, il reste finalement un seul pays qui a véritablement encore une forêt primaire importante, c'est le Libéria, qui commence à être très affecté par la déforestation parce qu'il y a des problématiques de migration qui se passent par rapport aux pays voisins. Il y a aux Côte d'Ivoiriens ou aux Burkinabés qui passent régulièrement à la frontière pour couper la forêt et exploiter et développer le cacao. Les principales causes de la déforestation, bon, je pense qu'on en a parlé, c'est 90% oui des problématiques alimentaires qui se posent, la demande alimentaire, mais en fait on sait qu'en Afrique subsaharienne,
83% de la population dépend du bois énergie et du charbon comme principale source d'énergie. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, évidemment, parce qu'on coupe aussi pour répondre à ces besoins, pour cuisiner, pour construire aussi, évidemment. Donc les autres sujets, c'est l'organisation, les projets miniers, les conflits et guerres. On sait de toute façon que quoi qu'il en soit, que l'Afrique subsaharienne va continuer à déforester massivement dans les années. Donc le règlement zéro déforestation en détail. Donc voilà, c'est un cadre ambitieux où en fait l'objectif c'est de garantir que les productions et les importations, parce qu'en fait nous on ne produit pas de cacao et de café évidemment en Europe, mais on produit du bois, ne serait-ce que ça, et des produits dérivés du bois, donc on doit aussi se conformer à ce règlement zéro déforestation évidemment, pas que pour les produits que nous importons. Donc en fait il y a plusieurs sujets. En fait il y a trois éléments important à considérer dans le règlement zéro déforestation. Le premier élément, c'est la conformité en matière de légalité, donc s'assurer que les produits qui sont importés, que les produits, quels qu'ils soient, qui sont exportés et qui vont entrer sur le marché européen, sont conformes en matière légale. Donc on va voir quelles sont ces problématiques de légalité. Le deuxième sujet, c'est la traçabilité jusqu'à la parcelle. Et le troisième sujet, qui ne va pas s'appliquer partout et pour tous les opérateurs, c'est ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire la diligence raisonnée. Donc en fait, le règlement zéro déforestation, au départ, il a été adopté en mai 2023. L'objectif était mis en œuvre à partir du 1er janvier 2025, donc ça fait déjà presque un an qu'on aurait dû le mettre en œuvre. En novembre l'an dernier, on a décidé de le repousser le 1er janvier 2026, et donc il y a quelques jours, on est passé donc, au 31 décembre 2026, donc le 1er janvier 2027. Donc, bref, et le truc, c'est que effectivement, ça devient un peu plus light au fur et à mesure des débats. Donc, les produits concernés, on a parlé du café, du cacao, il y a l'huile de palme, le soja, le caoutchouc, la viande bovine, le bois, et il y a aussi un certain nombre de produits dérivés qui sont le chocolat, le papier, les pneumatiques, le cuir. Donc, et plus les produits sont transformés, et plus effectivement la traçabilité est un peu compliquée, parce que la pâte à papier, vous comprenez que effectivement, c'est difficile de pouvoir tracer l'ensemble des arbres qui ont été coupés pour faire la pâte à papier, mais se pose la question aussi du cuir, parce qu'en fait, on demande normalement justement de savoir où les versions ont été élevées, et souvent la traçabilité seulement à partir de la tannerie, et beaucoup de pays en développement en fait récupèrent les pots à droite à gauche. Donc ça, c'est un peu compliqué. On vient d'enlever un produit dérivé, parce que dans les produits dérivés, il y avait aussi, au-delà de la pâte à papier et du papier, il y avait aussi les produits imprimés, c'est-à-dire les produits d'édition, les livres et les journaux. Donc là, ça vient récemment d'être enlevé, parce que c'était effectivement compliqué. Il y a des produits qui ne sont pas couverts, donc on a le cuir, mais on n'a pas les chaussures en cuir, et on n'a pas les vestes en cuir, les produits en cuir. Les dérivés, le café instantané, n'en fait pas partie, les préservatifs, les dérivés du latex, donc du caoutchouc, n'en font pas partie non plus. Donc à chaque fois, on recommande effectivement de vérifier les codes douaniers pour s'assurer que c'est vraiment de voilà. Donc, il faut comprendre que ce règlement, c'est un règlement qui s'adresse aux opérateurs économiques. Donc, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur, et je reviendrai sur le sujet de la mobilité, mais donc les opérateurs économiques, il y a une définition qui est extrêmement précise dans ce règlement zéro déforestation, c'est ceux qui mettent les produits sur le marché européen. D'accord, donc ça veut dire que c'est, par exemple, l'entreprise européenne qui importe. Voilà, c'est à elle de vérifier que l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, que les gens sont en règle en matière de droit du travail, de droit social, de droit de l'homme, des réglementations forestières, réglementations environnementales. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'on se retrouve avec des secteurs, en particulier des secteurs agricoles, où vous avez à la fois
souvent deux systèmes. Le système des grandes concessions, où là c'est effectivement des grandes entreprises étrangères qui ont des salariés, mais il y a aussi des secteurs où les petits paysans, généralement, ils sont informels, ils ne sont pas enregistrés, donc ils n'ont pas payé d'impôts, etc., etc. Donc là, on est dans des zones grises. Hein, donc prouver que l'ensemble de la chaîne est compliant, c'est-à-dire en conformité avec ce règlement zéro déforestation, c'est effectivement parfois compliqué, d'autant plus si vous vous retrouvez avec des secteurs où il y a peu de concessions et beaucoup de petits acteurs qui sont dans ce point-là. Donc, le respect du cadre juridique, voilà l'ensemble des sujets à couvrir, ce qui est loin d'être évident évidemment. Donc, souvent, le droit du travail, on se focalise effectivement sur l'interdiction du travail forcé, sur les problématiques de travail des enfants, mais c'est aussi la sécurité au travail, tout simplement, on va dire, qui peut se poser, évidemment, dans les professions. Il y a aussi, évidemment, le respect des communautés autochtones, mais quand on parle de l'égalité, on se retrouve aussi avec des flous parfois. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est un certain nombre de pays, qu'il n'y ait pas de réglementation spécifique. D'abord sur, par exemple, les taux et les niveaux de résidus pour les pesticides, etc. Donc vous n'avez pas de réglementation locale. On demande aux entreprises non seulement de bien agir, mais de prouver qu'elles agissent bien. Donc là, la difficulté, c'est, bon, du coup, j'utilise quoi comme données si je n'ai pas de réglementation nationale? Alors, il arrive qu'on ait des réglementations internationales, donc dans ce cas-là, c'est celle-ci qui s'applique. Mais, donc, sur les droits des communautés autochtones, il y a un pays qui est plus avancé que les autres, sur le continent africain, c'est la République du Congo, donc Brazzaville, Kinshasa, qui a mis en place justement une réglementation très avancée sur les populations indigènes et sur l'inclusion de ces populations dans les projets économiques, les projets forestiers, les concessions, etc. Et normalement, il y a même un fonds auquel les concessions doivent contribuer pour permettre, pardon, comment on dit en français, empowerment des populations. Augmenter l'université. Merci. Et voilà. Et le droit fiscal, ça fait partie des sujets. C'est-à-dire qu'obligatoirement, on est aussi avec des entreprises qui doivent être enregistrées. Nous, Européens, on a beaucoup financé de projets, par exemple sur les voies légales, avec la mise en place de systèmes nationaux FLEP au Libéria. Ça coûte 1,5 million d'euros par an à l'Union européenne. Il n'y a pas une entreprise au Libéria qui est enregistrée, donc qui répond, effectivement, qui paye des droits, qui paye des taxes, etc. Donc il n'y a pas une entreprise formelle. Donc en fait, à quoi ça sert? Et en plus, ils n'importent pas en Europe. Ils exportent pas en Europe. Donc à quoi ça sert? À rien. D'accord? Donc bon, il y a plein de sujets comme ça où en fait on se rend compte qu'il y a des cadres où on doit être extrêmement compréhensif. On est dans des schémas de fonctionnement qui sont loin d'être les vôtres. Dans nombre de pays, ils vont devoir s'adapter et appliquer ce règlement zéro déforestation. Donc ensuite, le deuxième sujet, c'est la traçabilité. Donc la traçabilité, voilà, l'objectif c'est d'avoir des coordonnées GPS jusqu'à la parcelle, puisque nous avons donc des outils satellitaires qui nous permettent de vérifier, oui ou non, si la parcelle a été déforestée avec la date de départ qui est le 1er janvier 2021. Donc entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, est-ce que justement telle parcelle a été déforestée? Donc les coordonnées GPS, si, bon, alors sur le continent africain, pareil, café, cacao, il y a beaucoup de parcelles qui font moins de 4 hectares, et donc là on demande un point de coordonnées GPS. Pour les terrains qui font plus de 4 hectares, on met des polygones donc aux 4 points. Donc ça doit être fourni sur l'ensemble des conteneurs, donc qui arrivent sur le niveau même à partir du 1er janvier 2027. Voilà, et enfin, il y a le rapport de due diligence, juridique. Donc, pardon, la traçabilité. Donc la traçabilité, en fait, ça fait partie des sujets. Mais en fait, c'est pas la plupart des grandes entreprises qui sont dans l'agroalimentaire qui ne sont pas réveillées hier pour mettre en place des systèmes de traçabilité. D'abord,
En fait, vous savez qu'il y a des scandales sanitaires de temps en temps, malheureusement, il y a des produits avec de la salmonelle qui se retrouvent en rayon, et donc il faut pouvoir retirer ces produits pour des questions de santé et de sécurité des consommateurs rapidement. Donc en fait, les gros opérateurs ont mis en place des systèmes de traçabilité pour s'assurer que justement on sait où se trouvent les produits, par où ils sont passés, quelles ont été les passes. Maintenant, avec les obligations liées au bilan carbone, mais aussi avec des objectifs d'optimisation des chaînes de valeur, des nos chaînes d'approvisionnement, en fait, la traçabilité, elle a lieu de plus en plus parce que ça permet de savoir aussi quelles sont les consommations carbone, qu'est-ce que je consomme, quand, qu'est-ce que je consomme en eau, et qu'est-ce que je peux améliorer le long de ma chaîne d'approvisionnement pour être plus compétitif. D'accord. Donc en fait, tous ces éléments font que la traçabilité est de plus en plus recherchée dans l'agroalimentaire en particulier, pas que, aussi dans le textile par exemple, mais aussi dans l'automobile, enfin dans tous les secteurs, et qu'on voit émerger de plus en plus d'entreprises digitales dont c'est le rôle, parce qu'il n'y a pas de traçabilité sans digital, ça c'est une limite. Donc voilà, la diligence raisonnée, en fait l'objectif c'est de se dire, bon ben voilà, moi en tant qu'entreprise, en tant qu'opérateur, quels sont mes risques? Voilà. Et donc je parlais tout à l'heure de droit du travail, et donc quels sont les risques en matière de sécurité, santé au travail, par exemple. Et donc, comment est-ce que j'améliore les choses et je m'assure qu'effectivement, il y a moins de risques pour mes salariés. Ça peut être un sujet. Mais on va demander de voir quels sont les risques sur l'ensemble des sujets, les sujets sociaux, les sujets environnementaux, les sujets par rapport aux peuples autochtones, etc., etc. Et donc, par rapport à cette identification des risques, comment je tente de mettre en place des systèmes d'atténuation des risques et comment je fais le monitoring en interne. Donc là encore, les outils digitaux vont faire la même chose. Donc là, c'est la due diligence. Les entreprises qui ne sont pas des PME, donc une PME au sens européen, c'est moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Donc les entreprises qui ne sont pas des PME devront donner fournir ces documents de due diligence aussi. Et normalement, il y a des audits qui ont lieu par la suite. Voilà. Les risques pour les opérateurs. Donc les opérateurs, c'est l'entreprise qui mettent sur le marché les produits qu'elle apporte, et si ces produits ne sont pas conformes, dans ce cas-là, elles risqueront, parce qu'elles risquent 4% de leur chiffre annuel, chiffre d'affaires annuel global. C'est pas juste mon conteneur n'est pas conforme, donc la sanction c'est 4% du chiffre d'affaires de mon conteneur par exemple. Pas du tout. C'est le chiffre annuel global de l'entreprise. Donc ça veut dire que ça commence à être conséquent. Ensuite, il peut y avoir des confiscations de produits et une exclusion totale du marché européen. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. On voit effectivement que ça commence à être un peu light. Il y a des secteurs, et en particulier ceux qui travaillent dans le bois tropical et qui sont certifiés FSC, qui mettent en place de la gestion durable, eux, ils disent que nous, on a déjà avancé justement sur ces sujets de traçabilité, de durabilité, etc. On a déjà du reporting, parce qu'en fait, avant cette réglementation zéro déforestation, il y avait une réglementation bois de manière spécifique, et les gars disent, mais nous, il y a encore beaucoup trop de bois justement qui est illégal et qui rentre sur le marché européen, et ça nous fait une concurrence déloyale. Et donc, en fait, on aimerait qu'à nos frontières, il y ait beaucoup plus de contrôle. Bon, pour le moment, on a l'impression qu'effectivement, côté européen, les États membres ne sont pas encore complètement prêts sur la mise en place de ces contrôles, etc. Donc, on ne sait pas ce qui va advenir, mais certains espèrent effectivement que ça va être sévère. Voilà. Mais on n'en est pas sûr. Parce que, effectivement, quand même, le sujet, c'est, au niveau du commerce mondial et de la mondialisation, c'est la facilitation du commerce, donc faire en sorte qu'il y ait des flux qui restent les plus fluides possibles de manière générale. Alors, pour revenir à la due diligence, donc la due diligence, elle va être obligatoire pour les grandes entreprises qui sont donc la PME, et elle va dépendre du risque pays. C'est-à-dire, d'ores et déjà, l'Union européenne a fait une analyse de ce pays, risque faible, risque standard, risque fort de déforestation, donc en fonction des données sanitaires, mais aussi des études terrain qui sont organisées. Et donc en fait, si vous êtes
si vous importez des produits ou vous mettez sur le marché des produits qui viennent de pays à risque faible de déforestation, alors on ne va pas vous demander de due diligence ou de diligence raisonnée. Par contre, à partir du risque standard et encore plus risque fort, oui, ça devient une obligation. Donc, les chaînes de valeur RDUE et l'Afrique, donc je vous ai fait un point sur 3 chaînes de valeur. Faut que je me dépêche. T'es obligé de faire les 3 mois. Non, je suis pas obligée de faire les 3. Il y a café, cacao, huile de palme. Bon, je peux aller vite aussi. En fait, bon, sur le continent africain, le secteur le plus important en matière de production mondiale, c'est effectivement le cacao, puisque 82% de la production mondiale de cacao est en Afrique. Après, le continent africain, c'est à peu près 11%. 11% pour le café, 11% de caoutchouc, et l'huile de palme, c'est 4%. Voilà. Alors, le cacao, donc c'est 90% de petits paysans, donc ils ont des surfaces forestières qui sont limitées, généralement souvent moins de 2 hectares. Il y a d'autres grands pays qui sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent à eux deux 67% donc de la production de cacao mondiale. Ce qui se passe, c'est que sur les enjeux du cacao, on voit que la production a augmenté de 20% en gros ces 10 dernières années, ce qui est considérable. Oui, le cacao est et continue à être un produit qui a un impact énorme sur la déforestation. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a plus de forêt déjà pratiquement en Côte d'Ivoire, presque kiff-kiff au Ghana. Et là, on a des systèmes de monoculture, cacaoyère, qui fait que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de la production ces dernières années, mais ça n'a pas été dû à une augmentation de la productivité à l'hectare, mais véritablement à l'augmentation des surfaces agricoles dédiées au cacao. Donc ça veut dire que oui, le cacao a un vrai rôle à jouer en matière de déforestation. Ce qu'il y a, c'est que ces monocultures aussi sont moins résilientes par rapport au changement climatique. Donc on se retrouve avec des sujets où on a une baisse des rendements. Et donc face à la baisse des rendements, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, et en particulier les consommateurs, qui cherchent toujours à réduire leurs risques, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de trouver d'autres endroits et d'autres pays pour pouvoir développer leur culture cacaoyère, et en particulier dans les pays où il y a encore une ouverture forestière, c'est-à-dire les pays du bassin de conflit. D'accord? Donc ça fait partie des sujets. Donc nous, Européens, nous achetons 56% de la production mondiale de cacao, donc on est des gros consommateurs. Il y a aussi le sujet du risque réputationnel, ce qui fait que quand même les entreprises ont bien avancé. On se retrouve en gros avec 10 acteurs. Pour le café, c'est kiff-kiff. On a 10 gros acteurs internationaux, mondiaux, qui vont acheter 75% de la production mondiale. Donc c'est énorme, d'accord? Donc ils ont un rôle à jouer clé, effectivement, sur ces sujets de durabilité, de traçabilité et sur les engagements sociaux et environnementaux. Voilà. Donc il faut comprendre que, là aussi je l'ai déjà dit, les entreprises elles sont pas réveillées hier en disant tiens on va améliorer nos schémas de fonctionnement, aussi parce que le café cacao, je parlais du risque réputationnel, ce qui est moins vrai pour d'autres secteurs, et donc les consommateurs ont aussi des pressions pour qu'il y ait des avancées sur ces sujets, déforestation, travail des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone portable pour prendre des vidéos de gens dans les champs, donc on n'a pas intérêt à avoir ça quand on s'appelle Nestlé, quand on s'appelle Danone ou Ferrero, évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées, tout n'est pas non plus merveilleux, mais il y a des choses qui sont... Et donc plus de la moitié du cacao était déjà certifié durable en 2020, avec des certifications que vous connaissez tous, Fairtrade, Rainforest Alliance et quelques autres. Mais jusqu'à présent, certains étaient plus spécialisés sur la question sociale, d'autres plus sur les sujets environnementaux. Et donc récemment, la plupart des systèmes de certification café, cacao, mais aussi par exemple, on le voit sur RSPO, pour le huile de palme, sur FSC pour la forêt, en fait, se sont alignés sur l'ensemble des critères. Bon, je parlais de la légalité, droit de l'homme, sujets environnementaux, donc ils se sont tous alignés sur un règlement zéro déforestation. Donc on sait aussi qu'il y a un certain nombre, en tout cas café cacao, un certain nombre d'entreprises sociales et solidaires qui sont présentes et qui, elles, travaillent en direct avec des petits producteurs, et ça c'est plutôt intéressant de manière générale.
Enfin, il y a des pays qui ont mis en place des systèmes nationaux de traçabilité, en particulier la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bangladesh. Et pour le café, il y a un pays comme le Kenya, par exemple, qui a mis en place aussi un système. Voilà, pour le café, les principaux producteurs sont le Brésil et le Vietnam, qui représentent 55% de la production mondiale. Et si on ajoute la Colombie, Indonésie, Éthiopie, on a 3/4 de la production mondiale de café. D'accord ? Sur le continent africain, vous avez deux grands acteurs qui sont l'Éthiopie et l'Ouganda. Arabica robusta, l'Arabica qui est plus fruité, plus doux, ça pousse en altitude, plus de 800 mm. Sur le robusta, c'est en plaine. Donc l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, c'est du robusta, donc c'est plus fort. En général, vous allez prendre un café au bar, sur un vin, là. En fait, vous allez avoir du robusta. Et donc l'Arabica, c'est voilà, se veut plus light. Donc, les principaux pays africains pour l'Arabica, voilà, c'est des pays où vous avez de l'altitude, les hauts plateaux éthiopiens, le Kenya, Burundi, Tanzanie, Rwanda. Donc là, sur le café, c'est un peu différent en Afrique par rapport justement aux monocultures et aux grands territoires qui sont couverts au Brésil et au Vietnam. Le Vietnam étant le deuxième producteur mondial de café, on s'y attend pas souvent, et c'est le premier producteur mondial de robusta. Voilà. Donc, la spécificité du continent africain, c'est l'importance du nombre de petits agriculteurs dans le secteur du café. Vous avez plus de 5 millions de petits agriculteurs dans le pays comme l'Éthiopie, avec la plus grosse coopérative au monde, tous secteurs confondus, qui est la coopérative Oromia. C'est plus de 40 coopératives et presque 500 000 personnes qui font partie d'une seule coopérative. Donc c'est considérable. Et la coopérative Oromia, c'est pareil, n'a pas attendu le règlement zéro déforestation pour avancer en matière de durabilité, puisqu'ils ont travaillé sur le bio et sur le fair trade de l'Union. Voilà. Donc nous, Européens, donc l'Éthiopie c'est 5 millions, 1,8 en Ouganda, etc. Donc l'Union Européenne, nous achetons un quart de la production mondiale de café, et 13% de ce que nous consommons vient du continent africain, mais en fait on a un impact important. Alors à savoir que pratiquement les Africains ne consomment pas le café qu'ils produisent, sauf l'Éthiopie qui est un gros consommateur de café. Donc l'Éthiopie est le plus gros producteur africain et ils consomment 60% de leur production nationale. Voilà. Mais les autres, c'est 5% de leur consommation. Mais voilà, nous Européens, nous représentons, nous achetons 60% du café ougandais. Voilà, donc ça a un impact évidemment important. Et donc quand je disais, voilà, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il va y avoir du trade diversion? Est-ce que plutôt que de vendre aux Européens, ils vont vendre ailleurs, à des produits moins contraignants? En fait, la réponse est non, parce que assez naturellement, les Vietnamiens, les Indonésiens vendent à l'Asie leur café, l'Amérique du Sud vend assez naturellement à l'Amérique du Nord, et donc l'Afrique vend assez naturellement aussi son café aux Européens. Donc voilà, et ils souhaitent maintenir effectivement ces liens. Donc les sujets socio-économiques, là encore, il y a les problématiques type les guerres, les conflits fonciers. Les conflits fonciers se posent énormément au Burundi et en Ouganda, où vous avez des très très fortes densités de population dans un déjà. Ça c'est extrêmement compliqué. Le sujet de la contrebande, il se pose à la fois pour le café et pour le cacao. Quand, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez les prix du cacao au bord du champ qui sont fixés par l'État, alors que les prix sont libres dans les pays voisins, obligatoirement, vous dites je vais aller chez le voisin parce que ça me rapporte plus. Voilà. Donc ces problématiques-là, elles jouent, voire en fait vous avez des structures, c'est mieux d'organiser parce que le café en RDC, c'est difficile de sortir le café du pays, donc le café va passer aussi par l'Ouganda par exemple. Donc le travail des enfants, ça reste aussi important. Alors on en parle moins du café, mais quand on se retrouve en Éthiopie, vous avez des zones rurales où vous avez encore 90% des enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc voilà, c'est une vraie réalité, pas qu'en Éthiopie, mais dans nombre de pays du Sud. Voilà. L'impact du changement climatique, là encore, on se retrouve avec une baisse des volumes, en particulier pour l'Arabica, donc on a tendance à planter de plus en plus en hauteur, en altitude. Bon ça, c'est pas un sujet qui se pose seulement sur le continent africain, j'ai eu l'occasion de travailler au Népal,
Et donc, la problématique, elle est la même. Hein. Le Robusta, comme son nom l'indique, est plus robuste face à ces sujets de changement climatique. Voilà. Donc, là, sur le café durable, oui, là aussi, hein, il y a du café certifié, 30% à peu près du café certifié de manière globale. Sur le continent africain, c'est moins, c'est 10 à 15%. C'est essentiellement le café arabica robusta parce qu'on n'est pas certifié, ne suit pas certification. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il arrive que les acheteurs demandent justement à ce que tel et tel produit, en particulier le café, soit certifié, mais en fait ne vont pas payer les premiums. Voilà. Et donc en fait les petits agriculteurs se disent mais ok c'est super, mais moi je fais des efforts, mais finalement je ne suis pas rétribué pour mes efforts. Voilà. Donc, et aujourd'hui, voilà, pour le café, c'est pareil que dans le cacao, on se retrouve avec en gros 10 grosses entreprises qui achètent 75% des produits mondiaux. Pour l'huile de palme, en fait, j'en parle juste 2 minutes, voilà, je fais très court, parce qu'en fait, l'huile de palme, il y en a partout, dans tous les produits, que ce soit, on peut la consommer comme ça, il y en a dans le cosmétique, il y en a dans la bioénergie, évidemment, l'huile aussi, dans les biocarburants, et qu'on se dit souvent en tant qu'Européen, mais en fait, on pourrait passer l'huile de palme. Mais en fait, non, parce que, en gros, plus de la moitié des produits transformés contiennent de l'huile de palme. Pourquoi? Parce que c'est l'huile la moins chère au monde, avec la plus forte productivité. Donc, la rentabilité, c'est à l'hectare, elle est 5 fois plus importante qu'un champ de colza ou qu'un champ de tournesol. Donc, en fait, on n'a aucun autre système ne permet d'avoir une telle production. Donc là encore, nous, on est des gros acheteurs d'huile de palme. Et là, ce sont un certain nombre d'États membres de l'Union européenne qui, à partir de 2015, avaient décidé qu'en 2020, tout ce qu'on allait importer comme huile de palme serait certifié durable. Alors on n'arrive pas en 2020, en 2021, on avait 93% des achats qui étaient certifiés RSPO. Et donc ça, c'était plutôt intéressant. À savoir que l'huile de palme, donc le continent africain, est produit presque rien. L'essentiel de la production, 80% de la production vient d'Indonésie et de Malaisie. L'Afrique produit seulement 25% de ses consommations d'huile de palme, donc elle importe aussi énormément d'huile de palme. Donc oui, l'huile de palme africaine a augmenté, la production a augmenté de 40% en gros ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il faut diminuer la population, parce que c'est une huile qui consomme en normal. Et voilà. Donc là aussi, on a un système de grosses concessions, généralement qui sont certifiées, qui peut aller à l'export, mais et donc beaucoup de petits paysans qui, eux, voilà, tout n'importe quoi, et qui produisent pour les marchés locaux qui ne sont ni certifiés ni quoi que ce soit. Mais il y a des avancées là aussi, des grandes entreprises agroalimentaires quand même qui produisent qui achètent de l'huile de palme et pour transformer cette huile de palme pour faire différents produits agroalimentaires, que ce soit Nestlé et quelques autres, en fait demandent à ce que ce soit certifié. Voilà. De manière générale, donc l'huile de palme va continuer effectivement à entraîner la déforestation sur le continent africain, d'abord parce que l'objectif c'est de réduire la dépendance par rapport aux importations, ce qui est normal, et puis répondre de plus en plus aux besoins d'une population grandissante. Les conclusions maintenant sur le règlement, voilà, je termine. En fait, évidemment, ça paraissait un petit peu complexe à la base. En fait, les opérateurs, pareil, hein, ils font attention à leur niveau de risque, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas prêts à 100%, en fait, les entrepôts qui sont au Havre, à Amsterdam et ailleurs sont pleins en ce moment, d'accord? Donc ils ont acheté des quantités absolument considérables pour s'assurer que, justement, pour leur donner un peu de souffle pour les mois qui viennent, en fait, et pour s'assurer qu'ils vont, maintenant, ce qui est déjà arrivé sur le marché européen, même si ce n'est pas transformé, etc., mais en tout cas, c'est en Europe. Cela n'a pas à être en conformité puisque la date n'est pas encore. Bon, les opportunités pour les filières, c'est quand même aussi une professionnalisation des secteurs, puisque en fait, on s'est retrouvé avec des secteurs qui sont avec énormément d'intermédiaires. En Éthiopie, la problématique de la gouvernance sectorielle était vraiment problématique avec un rôle de l'État important
et avec un système d'enchères. Donc en fait, le système d'enchères fait que c'était extrêmement compliqué d'avoir ces systèmes de traçabilité. Et puis, vous avez entre le petit paysan qui vend hors champ aujourd'hui 3 kg de cerises de café, demain 10 kg, qui vend à un gars avec une mobilette et qui va partir ensuite à tel endroit, et puis ensuite à un autre endroit, la coopérative, le centre de nettoyage, etc. Tout ça fait qu'on est dans des secteurs extrêmement difficiles. Donc là encore, le digital, c'est une opportunité pour avancer de manière générale. Et ce règlement zéro déforestation nécessite un engagement collectif, effectivement, de l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà, je crois que j'ai globalement terminé. Voilà, donc en fait, la réglementation, on sait oui, que c'est sujet lié au changement climatique, aux problématiques de changement climatique. En fait, les codes de conduite des entreprises et tout ce qui est certification volontaire, parce qu'en fait, Rainforest Alliance, etc., c'était des certifications volontaires, en fait, sont largement insuffisants pour répondre à ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, la contrainte et la réglementation sont nécessaires, et ça ne se fera pas non plus sans outils digitaux. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans un entre-deux, puisque on espérait que ce règlement zéro déforestation soit plus ambitieux. Et aujourd'hui, comme pas mal de sujets environnementaux et de durabilité, on se retrouve effectivement avec des contraintes qui sont plus light, parce que les débats au niveau du Parlement européen ne font pas l'unanimité par rapport à ceux qui ont la majorité là-bas. Bon, merci. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai des podcasts qui sont disponibles en ligne, qui s'appellent Forêt avec le Clean. Bravo pour l'exercice et merci beaucoup. Effectivement, on vous a pas précisé, il y a une série de podcasts, c'est comme ça qu'on vous a découvert, effectivement. Ils sont hyper bien faits, ils sont courts, ils sont pédagogiques sur les différentes communautés concernées par le RDUE. Donc n'hésitez pas. Et est-ce que vous avez des questions pour Élodie? Ou là c'est bon, vous êtes incollable sur le règlement. Bon, autrement je suis là pour des jours. On n'est pas très en avance, effectivement, on peut prendre une ou deux questions si vous voulez. Là vous êtes séché, c'est bon. C'est si, j'aurais été surprise que tu poses une question. Alors, est-ce qu'il va aboutir? C'est la grande question, c'est-à-dire que là il y a encore un round. C'est-à-dire entre le Conseil, la Commission, le Parlement, pour dire on y va, on n'y va pas. Il y a encore des sujets où la filière cuir, par exemple, est très mécontente de ce règlement zéro déforestation. Parce qu'en fait, ils disent, mais nous, justement, en particulier les entreprises qui font cuir en Italie, en fait, elles n'en veulent pas parce qu'il y a des grosses importations de pays tiers. Et ce qu'ils ne font pas, c'est à une concurrence justement des îles en particulier sur le cuir. Donc l'industrie de la chaussure et de ces matériaux. Donc en fait là on se retrouve avec pas mal de problématiques encore. En fait on a tendance à faire des réglementations qui sont one size fits all, c'est-à-dire on réglemente et tout le monde est dans la même situation, c'est-à-dire que ne serait-ce que ça aussi, il y a eu beaucoup de critiques parce que on se disait, on s'attaque aux grandes concessions. Les grandes concessions, d'abord, elles ont déjà déforesté il y a longtemps. Justement, ça fait partie des gros acteurs, donc eux, ils ont pris des engagements, ils sont audités par leurs acheteurs il y a longtemps. Et la problématique, c'est justement quand on a beaucoup de petits acteurs et beaucoup de petits paysans, où là, on a l'impression que c'est ingérable. Alors, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de travailler sur ces sujets-là. Mais donc, ce one size fits all fait que certains sont mécontents en disant mais nous, ce qu'on nous demande, on part de tellement loin et on n'est pas organisé comme une procession de café au Vietnam, en Éthiopie, et donc comment on fait alors qu'on n'a pas les financements. Donc beaucoup ont parlé de la problématique du coût aussi, que ça allait avoir pour eux que le système de change a changé. Et en fait, le sujet, c'est aujourd'hui que ça aboutisse ou pas, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience de plein d'acteurs. Et que si nous, Européens, on se veut en plus leader sur les bonnes pratiques, en fait il y a des entreprises de pays tiers qui se sont dit mais on va faire aussi quoi.
et on va s'y mettre. Et donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'au Vietnam, c'est le gouvernement vietnamien qui a décidé que, bon, finalement, on s'en fout du règlement zéro déforestation, c'est voté, c'est pas voté, nous on demande. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est plutôt intéressant. Bon, ça ne veut pas dire que ça répond à tout non plus. Hein. Et comme je l'ai dit, il y a nous Européens, ok, on achète une majorité du cacao, sur les autres produits, on reste présent. C'est-à-dire que l'EVA, par exemple, le caoutchouc, nous Européens, on achète que 7% du caoutchouc mondial. Hein. 40% du caoutchouc mondial, il va en Chine. D'accord, donc là, notre impact, il va être minime, finalement. D'accord. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des marchés, on va demander, donc si l'Europe demande à ce que ce soit tracé, durable, etc., il reste de la place pour des produits non tracés, durables. Voilà. Des marchés comme ça. Cécile, tu voulais poser une question C'est pas vraiment une question. En fait, j'ai pas eu le temps de le diffuser, mais aujourd'hui, j'ai mis en ligne un rapport sur justement comment les entreprises et les producteurs et consommateurs doivent appuyer les petits producteurs. Justement, comme tu le disais, c'est pas aussi simple pour eux. Ils ont besoin d'appui. Il y a plusieurs catégories de producteurs qui ne sont pas alignés avec la législation européenne et qui ont besoin de soutien. Voilà, donc Solène pourra partager le rapport. C'est en anglais et il n'y aura pas de traduction. Mais voilà, il y a des idées intéressantes, je pense, dedans. On voit les faits. Et je suis désolée, par contre, on va vraiment pas pouvoir en prendre plus.